Dans la province du Lualaba, au niveau de l'exécutif, pourquoi les divergences? Ce numéro est consacré justement à la réplique que vient faire Ridolphe Bondo, l'invité de ce numéro, au sujet justement des choses qui ont été racontées dans le magazine Invité sur la situation dans le Lualaba. Monsieur Bondo, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Vous êtes un scientifique, j'ai des travaux dans une institution universitaire au pays, mais nous vous recevons sous votre casquette d'analyste politique. Tout à fait. Nous vous aurons prochainement dans d'autres formats, mais concernant justement les grands enjeux mondiaux qui sont également liés à la République démocratique du Congo, mais pour l'instant, c'est la situation dans le Lualaba. Alors concrètement, dans ce magazine que vous avez suivi et pour laquelle vous, en fait, ce magazine pour lequel vous avez préparé votre réplique, vous commencez par ce que vous avez entendu au sujet des accusations. Concrètement, le confrère Longila, qui a été reçu dans ce magazine pour en parler, il a parlé des accusations. Et quelle est votre défense? Merci beaucoup, monsieur Fabien, d'abord pour l'honneur que vous venez de nous faire, n'est-ce pas, en tant que citoyen, n'est-ce pas, pour ce droit de réponse. Et c'était justement en réplique, n'est-ce pas, à l'émission de mon concitoyen John Longila, qui avait fait certaines déclarations. Et moi, en tant que citoyen, je pense qu'il y a certains écueils que nous devons enlever. C'est pourquoi, en parlant d'abord des accusations, il s'agit en fait d'un différend qui peut tout à fait normalement exister, là où il y a des individus, des personnes vivantes, les humains, il y a toujours des frictions qui peuvent toujours naître. Ainsi donc, au niveau de l'exécutif provincial du Lualaba, il y a des petites frictions, n'est-ce pas, qui ont fait qu'il y a des différends qui ont conduit les deux dirigeants de la province, n'est-ce pas, à peut-être à s'écrire, et c'est même parti malheureusement sur les réseaux sociaux. Alors mon compatriote John est sauté dessus et il a parlé des accusations, mais non. Quand vous lisez bien... concrètement, il a dit que la vice-gouverneure Fifi Masuka a donc accusé son titulaire au niveau de Kinshasa. En fait, moi aussi, je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Je crois que lui aussi, il a lu sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que quand vous lisez bien le document là de son Excellence Madame le vice-gouverneur, c'est intitulé « Réplique aux allégations de son Excellence Monsieur le gouverneur ». Donc vous allez comprendre qu'il devrait y avoir, n'est-ce pas, une certaine, des allégations qui pourraient être considérées comme étant le premier point ou le point de départ de son Excellence Monsieur le gouverneur devant les députés provinciaux. C'était à l'occasion du jour où il allait annoncer, n'est-ce pas, la présentation des l'édit budgétaire de l'exercice 2020-2021, qu'il avait fait cette déclaration qui allait à l'encontre de la personne de son Excellence Madame le vice-gouverneur. Et c'est ainsi donc qu'elle a répliqué par écrit. Voilà, donc ce n'était pas elle qui a accusé, elle a répliqué aux allégations qu'elle a trouvées et qu'on lui a rapportées par les honorables députés provinciaux du Lualaba. Il ne s'agissait pas des accusations comme le confrère John Longila en avait parlé ici. Voilà. Alors, nous parlons aussi de cette province après les découpages, les derniers découpages. John a effectivement fait le point sur cette province après les découpages. Et vous avez trouvé que il a dit des choses qui n'étaient pas sur la route. Eh bien, tout à fait. Vous allez savoir que quand il y a eu les découpages, le dernier découpage territorial qu'on a connu, ici, vous voyez, le Grand Katanga a été explosé en 4 provinces, nouvelles provinces, que les gens ont appelées peut-être abusivement provinces 7, mais ce sont des provinces, et que le Lualaba, et je peux même dire du point de vue infrastructurel et institutionnel, le deuxième point ou la deuxième province
après le Haut-Katanga, du point de vue infrastructure, évolution développementale. Vous allez voir que le Lualaba a reçu quand même certaines infrastructures, a été doté de certaines infrastructures que le Tanganyika n'a pas, que le Haut-Lomami n'a pas. Alors que de dire que c'était vraiment zéro, le départ à zéro, ce n'est pas vrai. Le Lualaba avait déjà quelque chose que les nouvelles institutions ont trouvé comme infrastructure, comme structure aussi, pour que l'on puisse, n'est-ce pas, décoller avec cette nouvelle province aujourd'hui qu'on appelle province pilote. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà connu une certaine avance par rapport aux autres. Dire qu'il y avait vraiment zéro, c'était le départ à zéro, ce n'était pas une bonne allégation et une allégation vraie. Alors, il y a eu des atouts, comme vous le dites, des atouts sur lesquels la nouvelle province a donc fondé l'action des décollages. Et ces atouts sont les infrastructures, parce que Kolosi n'était pas un village tout de même. Mais au niveau de la chaîne des dépenses, le sujet a été abordé par notre compatriote, la chaîne des dépenses. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il a dit qui n'a pas marché ou qui n'était pas sur la bonne voie? Merci beaucoup, M. Fabien. En fait, ce qu'il n'a pas dit de bien, c'est quoi? C'est que, sachez que la fonction publique, l'administration de l'État, c'est la chose la plus scientifique qui soit, à mon entendement. Très scientifique. Il ne faut pas y apporter de soi, de l'humain ou de l'animal. Ce n'est pas bien. Alors qu'il dit que tout est parfait, il a peint un tableau de la perfection, ce n'est pas correct de la part d'un analyste qu'il était. Je m'excuse. Mais je vous dis que, prenons par exemple, nous avons là-bas la DRLU. DRLU, c'est la Direction provinciale des recettes du Lualaba, n'est-ce pas? Qui est une institution technique d'assiette. Est-ce qu'ils savent qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre les attributions de la DRLU et du ministère provincial de Finances, par exemple? On paye où les taxes qui sont assises ou qui sont établies par la DRLU, on les paye à quel point? C'est au niveau du ministère ou au niveau de la DRLU. Alors il ne fallait pas dire que tout est parfait, il faut relever les écueils qui sont là-dedans pour qu'il y ait amélioration dans le futur, au lieu de commencer à induire en erreur l'autorité ou les décideurs en disant que tout ce que vous faites c'est parfait. Non, quand il y a des écueils, il faut le dire. Alors, ces écueils sont lesquels? Par exemple, comme je vous le dis, les étaler. Prenez seulement dans les finances publiques, n'est-ce pas? Vous avez la DRLU. Vous connaissez quelles sont les attributions qui sont dévolues à la DRLU en tant qu'une régie financière, n'est-ce pas? Dont la gestion relève en fait de l'autorité provinciale. Vous comprenez? Comment est-ce qu'est gérée la DRLU? Elle est gérée comme un organe technique en tant que tel, avec toutes les attributions qui sont reconnues par les textes légaux, ou en fait elle est utilisée, je ne sais pas moi, d'une autre manière. Là, il n'a pas abordé. C'est pourquoi je vous dis ici, il y a certaines tâches, n'est-ce pas, qui sont dévolues à la DRLU aujourd'hui, mais qui sont exécutées par exemple par les organes qui sont gérés par le ministère de Finances. Il ne fallait pas qu'ils disent que c'est parfait, comme il le disait là-bas. Là, il est en train d'induire notre autorité provinciale en erreur, de continuer comme cela, plutôt que de parfaire ce qui est à parfaire. Qu'est-ce qui devait en principe se faire? Vous êtes un La DRLU, oui. Elle est en fait l'institution technique qui doit asseoir l'impôt, qui doit le percevoir. C'est la caisse, n'est-ce pas, de la province. Percevoir les textes là-bas, mettre dans un compte et qu'on ait une certaine traçabilité. Mais quand on doit établir les reçus, par exemple, au niveau de la DRLU et on paye au niveau du ministère provincial de Finances, voilà là que le problème commence déjà à se préparer. Les finances publiques, comme vous le savez, c'est une matière sensible. Donc à ce niveau, il y a un flou. Il y a un flou, justement. Et donc, vous voulez dire à John que tout n'est pas comme il a essayé de démontrer, tout n'est pas comme au paradis, comme il a essayé de le démontrer. Sans peur d'être recrutement du personnel, qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans le recrutement du personnel et que vous voulez démontrer sur la table? Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, restons dans ce qui est scientifique, monsieur Fabien. Est-ce que mon confrère, je sais qu'il est intellectuel parce qu'il parlait très bien français, c'est un élément indicateur de l'intellectualisme ici au Congo. Quand on parle de recrutement, est-ce qu'il comprend que veut dire recrutement? La procédure du recrutement. Et le recrutement aboutit à quoi? Ça, c'était un premier terme, un premier concept. Deuxième concept, il a parlé du personnel. Est-ce qu'il comprend, ça veut dire quoi, un personnel?
un personnel dans une institution, dans une entreprise, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une institution, quand on parle de personnel, qu'est-ce qu'il comprend par là? Est-ce qu'il sait de rassurer que les gens qui travaillent au gouvernorat et dans les ministères, tous ont des actes de nomination? Y a-t-il des édits qui ont nommé vraiment les agents là-bas? Vous comprenez les éléments qui sont en train de clocher. Alors quand on est en train de crier sur une chaîne comme la vôtre, qui a un audimat qui dépasse les frontières nationales, et que l'on dise, n'est-ce pas, que tout est fait, le personnel, attention, quand on parle de personnel, y a-t-il là-bas des journaliers, y a-t-il qui est nommé? Par quel édit? Est-ce qu'il a maîtrisé tout ça avant de dire cela? Et comment on fait le recrutement dans une institution comme celle-là, qui est une institution de l'État, une institution publique? Il y a eu quelle annonce? On l'a fait comment? On est arrivé à quoi? Qu'ils disent le recrutement, c'est parfait, c'est bien, et le personnel est un personnel d'appoint. Quand il dit personnel d'appoint, ça veut dire quoi? Non, appoint, ça veut dire secondaire. On a d'abord le principal et les secondaires. Ça veut dire qu'on a recruté le personnel d'appoint. Avant qu'on arrive à l'appoint, le point seulement personnel, moi je dis qu'il y a un problème. Est-ce qu'il s'est rassuré combien de travailleurs ou d'employés au niveau du gouvernorat et des ministères provinciaux et même des commissariats provinciaux, combien d'agents ou d'employés sont effectivement nommés et par quel édit, par quelle décision provinciale? Ça, je suis sûr qu'il ne s'en est pas rendu compte, alors il n'aurait pas fallu qu'il les déclare ici, comme si tout est perfection. C'est là que l'on dit que nous sommes en train parfois d'induire nos décideurs en erreur, et ça, ce n'est pas bien pour un jeune intellectuel que je suis. Alors, on parle de la majoration du traitement d'un groupe, d'une partie du personnel, et le reste sacrifié. C'est toujours des choses qu'on écoute, qu'on lit sur la toile. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Comme vous, j'ai aussi lu, n'est-ce pas, M. Fabien, sur les réseaux, la réponse, n'est-ce pas, aux contre-vérités, comme c'est intitulé, aux contre-vérités, la réponse de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, aux contre-vérités de son Excellence, Madame la Vice-Gouverneure. Il est dit quelque part que c'était majoré, n'est-ce pas, majoré pour les conseillers, n'est-ce pas, cette majoration là-bas, pour dire que ce n'était pas sélectif. Mais si vous faites maintenant les investigations dans le fond, il n'y a pas que les conseillers qui ont joui, n'est-ce pas, de cette majoration. Il y a d'autres employés qui n'ont rien, n'est-ce pas, de conseillers qui ont joui de cette majoration là-bas. Et ça commence déjà à clocher à partir de là. Donc, quand il y a quelque chose qui doit corriger, il faut que l'on corrige, il faut que l'on dénonce, il faut qu'on mette ça sur un papier blanc pour que l'on puisse aider notre pays à aller de l'avant, plutôt que de faire de l'applaudissisme un peu aveugle. Est-ce que vous avez toujours à redire sur le volet infrastructure dans le là-bas, la situation telle qu'elle a été présentée par le journaliste et communicateur, ça ne rencontre pas apparemment la réalité sur le terrain? Tout à fait, je vais vous dire ceci. Avant de parler du mot qu'il a utilisé là-bas, bilan, d'abord, je vous informe que je suis de formation économiste. J'ai fait la gestion financière, économie appliquée. Vous comprendrez que le terme bilan vient du latin bilancio, qui veut dire balance, qui a d'un côté l'actif et le côté passif. Et que ces deux là-bas doivent être réunis pour que l'on puisse parler d'un bilan. Il est certes vrai, M. Fabien, que lorsque vous descendez au là-bas, il y a des réalisations effectives. Vous voyez qu'il y a vraiment des pas de géants, des pas de gens qui sont en train d'être effectués au niveau de la province. Les routes, les bâtiments, c'est vraiment bien. Mais est-il vraiment temps de parler du bilan? On parle du bilan lorsque dans un laps de temps très bien déterminé, on peut identifier avec exactitude les ressources dont a bénéficié une institution ou un individu et l'emploi dont il en a fait. Et là, on parle de bilan. Mais jusque-là, dire que tout est, non. Il faudra qu'on nous dise un tableau exhaustif des ressources, des moyens dont a joui, n'est-ce pas, ce gouvernement ou le gouverneur, et qu'est-ce qu'il en a fait. Là, maintenant, nous parlerons de bilan. Il ne faudra pas qu'on soit là en train de parler du terme qui n'est pas approprié. Le bilan, il n'est pas encore temps d'en parler. Parlons plutôt des réalisations. Les réalisations, oui, on peut le voir. Mais quant à ce qui savoir, combien a-t-il reçu pour réaliser cela? Nous sommes encore dans un vide, alors il faut peut-être mieux, scientifiquement, se réserver de faire toutes les déclarations là-dessus. Alors, les attributions, il semble que le problème se pose au niveau des attributions, ce qui serait à la base de toutes ces divergences. Est-ce que vous avez la même lecture? Parce que le journaliste et communicateur a semblé dire que le problème, c'est Madame la vice-gouverneure qui ne
comprendrait pas son job description. Est-ce que vous avez la même lecture? Pas du tout, monsieur Fabien, pas du tout. D'abord, suivez bien, hein, parce que c'est déjà même sur YouTube. Le confrère John Longila a parlé, n'est-ce pas, de la loi 08/012 du 31 juillet 2000. Je dis que ça n'existe pas, cette loi là-bas. Il a parlé de 2000, ça n'existe pas. Moi, la loi que moi je connais, dont il voulait certainement parler ou à laquelle il faisait allusion, c'est la loi 08/012 du 31 juillet 2008. Et d'ailleurs, dans la codification de loi, les deux premiers digits là-bas, les chiffres là, montrent l'année. Donc 08 nous renvoie à 2008 plutôt qu'à 2000, comme lui l'a dit. Alors, prenons la loi 08 et 08/012, n'est-ce pas? Cette loi parle des attributions. Ah non, voilà, justement, c'est là qu'il y a le problème. Merci beaucoup pour cette précision, monsieur Fabien. La loi 08/012 du 31 juillet 2008 ne donne pas les attributions. D'ailleurs, son intitulé, c'est quoi? C'est les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. C'est une loi qui est en train de donner le clivage ou l'envergure de pouvoir du pouvoir central et celui des pouvoirs des provinces. Donc un clivage entre le pouvoir central et les provinces. C'est pourquoi vous allez suivre que lorsque le chef de l'État a eu à tenir la conférence, à présider la conférence de gouverneurs, il s'est apaisanti sur cette loi là-bas. Parce que c'est la loi qui statue en matière, n'est-ce pas, le clivage ou le partage de pouvoir entre le pouvoir central et les provinces. Maintenant, la loi 08/012 du 31 juillet 2008 est en train de statuer sur les principes fondamentaux qui sont relatifs à la libre administration des provinces. Pourquoi? Pour que le pouvoir central ne puisse pas s'immiscer ou s'ingérer dans les attributions qui sont celles des provinces. Mais plutôt, si nous voulons parler de attributions des gouverneurs et du vice-gouverneur, monsieur Fabien, c'est là la pomme de discorde. Toute la littérature, n'est-ce pas, légale que j'ai dû parcourir, certainement, je dois être limité, me donne seulement un texte qui a été 2 fois revu et complété, qui statue sur les attributions du gouverneur et du vice-gouverneur. C'est le décret-loi numéro 081 du 2 juillet 1998. 081 du 2 juillet, décret-loi 081 du 2 juillet 1998. Ça a été revu et complété en 2001 et encore une deuxième modification et un complément en 2004. Vous allez voir que cette loi ici, par contre, elle est expresse. Elle est en train de dire ce que le gouverneur fait et ce que le vice-gouverneur fait au niveau des provinces en RDC. C'est alors que, monsieur Fabien, vous allez vous rendre compte que de l'article 10 jusqu'à l'article 15, on est en train de dire clairement quelles sont les attributions du gouverneur. Le gouverneur est le patron. Le gouverneur est celui qui chapeaute tout. C'est lui qui organise. Donc, il est en fait le représentant du pouvoir central au niveau des provinces. Vous comprenez? C'est lui le maître. Il est le chef de tout. Tout ce qui se fait au niveau de la province se fait en dessous de lui. Est-ce que vous comprenez? Mais attention, monsieur Fabien, cette loi là-bas, en son article 12, la 081, n'est-ce pas, du 2 juillet 1998, elle est en train de dire en son article 12, seulement cet article, quelles sont les attributions du vice-gouverneur en RDC. Et vous allez comprendre que dans son deuxième paragraphe de cet article là-bas, c'est là que l'on dit directement que le vice-gouverneur, il est le gestionnaire des affaires économiques, de la gestion financière, la gestionnaire des crédits. C'est le vice-gouverneur. C'est bien clair écrit noir sur blanc par les sénateurs au niveau de la RDC. Monsieur Fabien, maintenant cet article termine en disant le vice-gouverneur fait tout ça sous, je dis bien sous, l'autorité du gouverneur. Donc nous comprenons très bien ici que bien que le vice-gouverneur doit gérer les finances, l'économique et même gérer les crédits, il doit le faire en dessous de l'autorité de qui? Du gouverneur. Il reste toujours le patron. Monsieur Fabien, vous comprenez donc en ce moment qu'il y a donc une collégialité qui vient de s'inviter dans la gestion des finances, des crédits et des matières économiques au niveau de la province entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Par contre, monsieur Longila, mon compatriote, a dit que la seule loi qui donne les attributions. Non,
La loi 08012, j'aimais les juristes ici qui me suivent, mes maîtres, parce que je suis aussi étudiant en jeu de droit. Vous allez comprendre, M. Fabien, que la loi 08 ne fixe nulle part quelles sont les attributions expresses du gouverneur et du vice-gouverneur, parce qu'elle ne statue pas cette matière là-bas. Ça, c'est un de deux. Aucun texte, si nous excluons le décret loi 081 de 98, qui montre que c'est le vice-gouverneur qui fait l'intérim du gouverneur. Est-ce que vous comprenez? Aucun texte légal. Rien que décret loi 081 de 1998. Ce qui fait que on est entré dans une confusion et c'est là que le problème s'est créé. Moi, je trouve que quand son Excellence, Madame la vice-gouverneure, a parlé des comptes, elle n'a jamais parlé des comptes fictifs. Elle n'a jamais parlé de comptes parallèles. Elle a plutôt parlé des comptes pour lesquels elle n'avait pas accès. Elle ne connaissait pas comment est-ce que ça fonctionnait. C'est là que moi, en tant que scientifique, j'ai vu qu'on a lésé la loi. On a blessé la loi là-bas quand elle dit que c'est le vice-gouverneur au niveau des provinces qui gère les crédits, qui gère l'économie, qui gère les finances. Mais sous l'autorité de qui? Du gouverneur. Donc, elle doit être, si pas associée, le vice-gouverneur doit être les gestionnaires de cette matière là-bas. On m'a parlé, pour terminer sur cette question ici, monsieur Fabien, on m'a parlé de l'abrogation. Mais attention, cette loi le décret loi numéro 81 de 1998 n'a jamais été abrogée. Lorsqu'il y a une abrogation, elle peut être explicite, soit implicite. Monsieur Fabien, rapidement, pour la petite nation, quand est-ce qu'une abrogation est explicite? C'est lorsque il y a un écrit, le législateur le dit expressément, soit dans le titre, soit un article qui dit que telle loi, tel article, telle loi, est abrogé ou sont abrogés expressément. Quand ce n'est pas dit, ça continue à courir. Quand est-ce que l'abrogation est implicite? C'est lorsqu'elle est plutôt tacite ou implicite. C'est lorsque il y a une nouvelle loi de même nature ou supérieure qui vient d'être énoncée, mais dont les dispositions sont contraires à une loi antérieure. Là, maintenant, il y a une abrogation tacite ou implicite, et là, c'est le juge qui le prononce. Et vous allez voir que dans tous les deux cas, même si l'article 77 de la loi 08012 dit les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Mais quand vous regardez l'article 12 du décret loi numéro 081 de 98, ne sont pas contraires aux stipulations de la loi 08/012 de 2008. Donc il y a complémentarité, il y a conciliation. Les deux lois ou les deux textes de loi peuvent concourir à l'attribution, plutôt à la gestion, n'est-ce pas, de la matière d'attribution de gouverneur et vice-gouverneur. Voilà un peu la clarification que je peux apporter rapidement. Je suis à vous. Alors, sur ce plan, la praxis sur le terrain, là-bas, c'est le contraire pratiquement. Mais justement, vous voyez que son Excellence, Madame le vice-gouverneur a dit que je n'ai pas accès à ce compte là-bas. Or que la loi qui est en vigueur jusqu'aujourd'hui, qui est la 081 de 1998, décret loi 081 de 1998, est en train de dire en son article 12 que c'est le vice-gouverneur qui est le gestionnaire des finances, des matières économiques et des crédits. Mais il fait tout ça sous l'autorité de qui? Du gouverneur de province, qui est le patron. Comme le dit l'article 28 de la loi 08/012 de 2008. Il y a conciliation plutôt que contradiction. Et là, il n'y a pas matière d'abrogation. Alors, si elle n'a pas accès à cela, l'IGF l'a dit, malheureusement, je l'ai lu aussi sur les réseaux, a dit que non, il n'y a pas de compte parallèle ou fictif, mais il y a des comptes pour lesquels Madame la vice-gouverneure n'a pas été habilitée par le gouverneur. Non, ce n'est pas à son Excellence, Monsieur le gouverneur, d'habilité, son Excellence, Madame le vice-gouverneur, à mouvementer les comptes ou quoi ça, c'est la loi 081 qui l'habilite par son article 12. Le vice-gouverneur gère, mais sous l'autorité de qui? Donc, sur ce point, l'IGF a mal interprété aussi. Je ne veux pas. L'IGF a sa pratique, l'IGF est en train de faire ce qu'il est en train de faire, mais peut-être que c'est une façon aussi de statuer. L'IGF n'a pas donné un verdict. L'IGF n'a pas donné son point de vue technique parce que c'est un organe technique. L'IGF a dit le fait. Et l'IGF a dit le fait, on n'a pas dit qu'il a jugé les faits. Mais alors, si l'IGF a constaté qu'il y a des comptes pour lesquels son Excellence Madame la vice-gouverneur n'est pas habilitée, l'IGF a constaté le fait, eh bien ce fait-là qui sont constatés est échu et avéré. Sont-ils
conforme à ce que disent les lois. Et les lois de notre pays disent quoi? Que c'est le vice-gouverneur qui gère, mais sous l'autorité de qui? Du gouverneur. Et c'est plutôt le contraire qu'on a vécu. Et moi, je pense que quand on est devant une telle matière, monsieur Fabien, en tant que citoyen, avec le souci, n'est-ce pas, de la perfection et du respect de l'état des droits, nous devons jeter un coup d'œil sérieux et regardant, scrupuleux sur cette matière ici qui fait que le là-bas aujourd'hui est un peu entré en tumulte. Mais justement, je crois que si nous sommes des Congolais, des Bantous, nous savons toujours trouver des points d'entente. Alors, votre compatriote Mungila aurait aussi raconté des incohérences concernant l'ordonnanceur des sorties. Oui. Vous avez sûrement une réponse à lui donner. Bien sûr, monsieur Fabien. Regardez, il a dit que madame le vice-gouverneur fait des confusions. Elle ne connaît pas, c'est elle qui devait nous apprendre. Elle connaît ça bien. C'est pour ça qu'elle a dénoncé, justement. Vous savez, monsieur Fabien, elle n'a pas parlé de l'ordonnanceur. La loi dit qu'elle gère, mais sous l'autorité de qui? L'autorité du gouverneur. Ça, c'est la loi de 1998. Elle dit, le décret loi le 080 de 98, ça dit ça très bien. En conciliation avec l'article 28, n'est-ce pas, de la loi 08/012 de 2008, en son article 28, n'est-ce pas, qui dit que c'est le gouverneur qui engage la province devant les tierces, qui est en justice, qui fait tout. C'est bon. Mais attention, c'est toujours sous la gestion de sous le contrôle ou la supervision de qui? Du gouverneur. Mais lui, il a parlé de l'ordonnanceur. C'est lui qui a apporté confusion. Son Excellence, madame la vice-gouverneure, n'a jamais demandé dans ces textes là-bas d'être l'ordonnanceur. Comme si elle peut faire sortir l'argent sans en informer le gouverneur. Jamais. Mais du moins, elle doit être associée. Si pas même associée au minimum, selon la loi, elle doit en être les gestionnaires. Tous les comptes, elle doit en être là-bas. Elle doit savoir quels sont les mouvements. Mais elle ne prend rien comme initiative sans que le boss, n'est-ce pas, qui est qui, le gouverneur, puisse lui en donner l'aval ou puisse expressément donner son visa pour tel autre mouvement, justement. Alors, à propos des comptes parallèles, vous dites que l'IGF a donné de la lumière, des comptes, une vingtaine de comptes auxquels Mme Masuka n'est pas associée, la vice-gouverneure. Et sur ce point, je crois que vous avez déjà donné la réaction. Vous avez un complément d'information? Oui, justement, un complément d'information. Je crois qu'il faudra ici que j'invoque l'article 192, n'est-ce pas, de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Les gens comprendront combien de comptes pourront peut-être être gérés pour le compte de l'État. Il y a le principe de l'unicité des comptes qui va aussi, n'est-ce pas, compte de l'État, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, entrer aussi en matière. Ici, il y a un organe technique qui est l'IGF, peut-être qu'ils auront le temps d'aller faire leur travail de ce côté-là. Alors, une question importante, pourquoi cette dénonciation intervient maintenant? Pourquoi la vice-gouverneure a-t-elle choisi de faire cette dénonciation maintenant, alors que l'IGF est passé par là-bas, alors que ça fait quand même, c'est depuis pratiquement de 2015 qu'ils sont les deux aux affaires, commissaires et ensuite gouverneurs. Pourquoi a-t-elle choisi seulement ce moment? Technicien spécialiste que vous êtes, vous avez suivi l'émission, vous avez compris qu'il a parlé de ça justement, qu'elle a choisi ce moment. Mais attention, monsieur Fabien, vous savez très bien quel était le climat politique qui existait, qui était en train de prévaloir en ce moment là-bas. C'est que toutes les autorités du FCC, vous comprenez, qui étaient leur famille politique, étaient bien informées de tout ce qui s'est passé, mais on taisait ça. On taisait ça. Tous. Ça veut dire qu'elle a porté la plainte, je ne sais pas, au niveau de Néhémie, au niveau de Chadari, au niveau de toutes les autorités de leur famille politique. Et ça n'a pas été, on n'a pas tenu compte. Et l'occasion faisant le larron, et il y a eu cette histoire ici avec la nouvelle vision, moi j'appelle ça nouvelle vision de la nation congolaise qu'on appelle Union Sacrée. Et elle a trouvé que c'est le moment où jamais que je puisse mettre peut-être ces histoires ici avec les agressions que j'ai trouvées au niveau de l'Assemblée provinciale, que je dise aussi ce qui se fait là-bas. Donc elle n'a pas choisi comme une opportuniste pour peut-être changer de couleur. C'est parce que c'était mal, elle a été peut-être, vous voyez, elle ressassait, elle était frustrée comme ça pendant longtemps et on a trouvé le temps aujourd'hui. Justement, madame la vice-gouverneure, lorsque nous lisons justement ces moyens de défense sur la toile, parce que ça circule, au-delà de textes légaux que vous évoquez, est-ce qu'elle n'est pas en train
déjà de basculer dans l'union sacrée. Mais c'est ça le problème, justement. Vous avez compris hier qu'on a parlé, n'est-ce pas, de l'adhésion, enfin, c'est pas moi, ou soutenir, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État avec l'union sacrée. Donc, l'union sacrée, c'est une marque, c'est une impulsion que le président de la République vient de donner. Donc, elle a choisi d'aller dans l'union sacrée bien avant Non. l'engagement officiel, l'engagement du gouverneur après la conférence. Le président de la République avec l'union sacrée a donné une nouvelle impulsion, une vision, une marche, n'est-ce pas? Donc, elle est en train de basculer dans l'union Elle sacrée. n'a pas basculé. Justement, il faudrait que nous relevions politiquement un fait, parce que je suis un analyste politique. Elle est autorité morale, n'est-ce pas, d'un parti politique qui relève d'un regroupement politique qu'on appelle, et voilà, le FIDEC, qui est ce parti politique, et le FIDEC relève d'un regroupement politique qu'on appelle l'ADRP. Mais vous l'avez suivi, l'ADRP a quitté. Et quand l'ADRP a quitté FCC, n'est-ce pas, pour adhérer, n'est-ce pas, dans la vision de l'union sacrée, eh bien, je crois que par inertie naturelle, parce qu'il est l'autorité morale de FIDEC, et on lui colle au corps, n'est-ce pas, le fait de quitter FCC, vouloir changer, vouloir basculer, vouloir muer, vouloir la transhumance, tout ça. Je trouve que là, il y a un peu acharnement pour rien. Vous parlez d'un acharnement. Justement. Alors, que dira-t-on de l'engagement de ces gouverneurs après la conférence? Leur conférence, il y en a qui ont pris justement position pour l'union sacrée. Voyons voir la suite. Endettement de la province, on en parle aussi. Ça a été évoqué dans l'émission par le confrère. Tout à fait. Le confrère Lungui est en train de manquer beaucoup de choses. Il faut s'informer. Il ne faut pas commencer plutôt à détruire ou à dérouter l'opinion nationale, peut-être internationale aussi, pas comme il le faut. Tenez bien. D'abord, je fais un petit pas en arrière là sur l'IGF. Vous savez que l'IGF a été au Lualaba, pas pour faire un contrôle, mais l'IGF est au Lualaba sur invitation. L'IGF a été invité par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, n'est-ce pas, pour former, pour regarder la procédure de tout ce qui s'est fait là-bas, est-ce que c'est bon ou pas. Donc l'IGF est là comme expert, comme formateur, comme correcteur, vous comprenez ça. L'IGF n'est pas au Lualaba avec un ordre de mission. Si l'IGF descendait avec un ordre de mission, je crois que ce serait peut-être une auberge, une occasion pour son Excellence, Madame le Vice-Gouverneur, à plaindre ou à mettre ça sur la table. Mais elle devait se taire parce que l'IGF est là en une autre mission, sur invitation, pour former, pour voir si tout ce qui s'est fait, c'est selon les normes. Maintenant, parlons rapidement de quoi ça, de l'endettement. Il a parlé de l'endettement, il a parlé de la capacité de financement, il dit qu'il connaît bien, lui, le confrère Lungui, là, et il a même dit que les dettes sont en train d'échoir au 31 décembre 2023. Non, qu'ils tiennent bien, je l'informe, qu'ils prennent les réponses qui circulent sur la toile de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Lualaba, là où il est en train de dire lui-même qu'il y a une dette de 25 millions qui va échoir dans 60 mois, ça veut dire, ça va prendre jusqu'à janvier 2025. Ce qui fait que nous aurons 12 mois de 2024, plus le mois de janvier de 2025, ça fait 13 mois. Or, si nous ne calculons que le principal seulement, entendons-nous ça, le principal, sans les intérêts, monsieur Fabien, c'est que le gouvernement qui va suivre celui de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Mouyej, devra payer à peu près 25 millions divisé par 60 multiplié par 13. Ce qui nous fait à peu près 5 416 000 677. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'on va payer 5 millions de dollars par les autres, ça ce n'est pas quand même bien. Ah voilà, l'OTAN nous fait défaut justement. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec le communicateur sur ce qu'il a appelé méconduite du ministre de l'Environnement? Bon, vous savez quoi? Lui, il a parlé qu'ils sont... Le ministre provincial. Le ministre provincial d'enseignement, que je respecte beaucoup parce que c'est un enseignant et puis c'est un aîné pour moi en âge. D'abord, je le respecte et je le salue en passant. C'est que s'il y a eu cela, il y a eu mes conduites, mais lui, il est venu ici, peut-être encore entacher ou salir l'image de mon gouverneur, son Excellence, Monsieur Richard Mouyej-Manguez-Mans, en disant, ok, c'est un problème qui regardait l'association socioculturelle à son def, là où l'Excellence gouverneur n'est pas là. Donc ça ne regardait pas. Mais attention, quand l'incident se produisait, il était là. Donc en tant que chef, il devrait agir. S'il n'a pas agi, c'est un problème. Voilà, en bref, comme je peux vous dire sur ce point là-bas. Alors, les caméras de surveillance, c'est pour la sécurité sur la ville. Et vous, dans ce que John a dit, qu'est-ce qui a été mal dit? Il a très mal parlé parce qu'il a dit que le vice-gouverneur
son excellence, madame le gouverneur, n'était pas la seule autorité là-bas. Attention, elle est deuxième personnalité de la province. Donc, les autres autorités qui sont là sont premièrement des autorités subalternes, c'est un. Deuxièmement, sont des autorités administratives. Elle est politique. Vous avez la sensibilité de la matière politique. Et puis, c'est une femme. Et si on l'a filmée sans son accord, ce n'est pas son problème. Si les autres autorités ont accepté, madame le vice-gouverneur ne doit pas accepter qu'on la filme si les autres ont accepté. Elle a sa liberté, elle doit jouir de son droit naturel d'être protégée, son intimité doit être protégée. Et non pas ce que j'ai entendu de mon confrère Longila qui dit qu'elle n'est pas la seule et la sécurité. Oui, la sécurité est là, mais attention, pourquoi elle n'a pas accédé à cela? Est-ce que John Longila sait qu'il y a un document officiel des services de sécurité qui ont établi et reconnu qu'il y a eu des abus sur les enregistrements des images qu'on a même mal partagé? John Longila ignore ça. Il ne faudra pas qu'il dise ça et qu'il ternisse l'image de son excellence, madame le vice-gouverneur, en disant qu'elle a menti. Non, elle n'a pas menti. Il faut plutôt écouter le son de cloche qu'elle est en train de donner parce que c'est une citoyenne. Il y a certainement un problème. Il ne faudra pas attiser le feu. Plutôt, il faut éteindre le feu parce que monsieur le gouverneur de la province du Lualaba, son excellence, monsieur Mouyej, appelle le Lualaba havre de paix. Nous ne voulons pas de problème. Il faut plutôt dire le problème comme il est pour qu'on puisse le résoudre. On boucle votre réplique à la communication de Longila sur ce qu'il a appelé réalité du Lualaba. Oui, il n'ignore pas. Il ne connaît pas tout, excusez-moi. Il est en train de dire, oh voilà, quand on lui a posé les questions, il voulait citer, n'est-ce pas, les réalisations qui ont été faites au Lualaba. J'ai été choqué en tant qu'enfant du Lualaba. Pourquoi? Parce qu'il est en train de citer des noms qui n'existent pas. Il a cité des noms comme Kansanji. Au Lualaba, chez nous, il n'y a pas un nom Kansanji, il y a Kassaji. Il ne connaît pas tout celui qui arrive au Lualaba. On connaît un nom, c'est Mwangeji. Mwangeji, c'est un point focal pour tout le monde. Mwangeji, il ne prononce mal. Donc, il donne des noms qu'il ne connaît pas. Il n'a jamais rencontré son excellence, madame le vice-gouverneur, mais il veut parler du Lualaba. Ça, c'est quand même grave, ce n'est pas bien. Il faut que nous respections nos autorités et dire la vérité selon la réalité qui est là. Voilà pourquoi moi, j'ai voulu apporter cet élément scientifique et probant pour que un jour, peut-être qu'il ne puisse plus refaire cela, ce n'est pas bien. En la personne d'une mère, d'une autorité, que son excellence, madame, le vice-gouverneur de la province du Lualaba, son excellence Fifi Masuka Saïn. Et voilà, tout est dit, hormis la majoration sélective des salaires. Vous en aviez déjà parlé? Oui, j'en avais déjà parlé. D'accord. Peut-on considérer que tout est bouclé? Oui, peut-être la transhumance. Il a parlé de la transhumance, ça veut dire ces changements-là de côté, parce qu'il a dit qu'il faut demander, il faut demander à Jean-Pierre Bemba. Non, attention, est-ce qu'il connaît quelles sont les relations qui sont entre Jean-Pierre Bemba et Fifi Masuka? Il ne connaît pas. Et il ne peut pas dire qu'au Congo ici, qu'il me dise quel leader politique a commencé là où il est aujourd'hui. Je vais vous donner le cas. Prenez Emmanuel Macron. Il a commencé où aujourd'hui? Mais pour le bien de la nation, on peut changer si on reste dans l'image de la nation. Prenez Laurent Désiré Kabila, notre héros national. N'avait-il pas changé avec l'AFDEL pour le bien de la nation? Regardez les autres autorités que nous avons ici. Qui a commencé là où il est aujourd'hui? Donc attention, il ne faudra pas chercher le pouls sur la tête d'un chauve et il ne faudra pas non plus commencer à chercher la petite sorcière là où il n'y en a pas. Ayons du respect et cherchons la paix avec tout le monde ici dans notre pays. Nous voulons le développement, nous voulons l'avancement. Alors, je vous remercie d'être venu chez nous et d'avoir apporté vos éléments de réponse à la communication que vous avez jugée incohérente de John Longila sur la situation dans le Lualaba. C'était donc dans l'émission Invité. Si il accepte de vous affronter autour de la table, peut-être qu'on le fera le temps que vous êtes encore là. Merci et nous vous souhaitons joyeuse année, et surtout joyeuse fête et bonne année 2021. 4 fois plus à vous aussi, merci beaucoup. De pied ferme, je suis là et prêt à échanger avec mon compatriote sur quoi que ce soit. Alors, dans le Lualaba, si vous nous avez suivis, nous vous souhaitons également une heureuse année et à très bientôt.